On va commencer ce programme avec la récitation du Saint-Coran. J'appelle M. Salim Mohamed qui va réciter quelques versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلى الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakallah. Traduction en français par M. Samir Ahmed, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Surat Al-Rahman, versets 60 à 62. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous deux? La récompense de la bonté peut-elle être autre chose que de la bonté? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous deux? Merci, Jazakallah. Maintenant, M. Talha Rachid, il va faire l'introduction de ce programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous tous. Nous sommes vraiment heureux de tous vous recevoir. Donc d'abord les membres de l'Union nationale des combattants du Val d'Oise, les membres de la fondation du mémorial de l'OTAN. On est également heureux de recevoir les représentants de la municipalité de Saint-Prix, de Bonn aussi, et vous, chers enfants surtout, parce que c'est un événement qui est fait pour vous. Et c'est lorsqu'on nous demande des fois c'était quoi l'objectif de cet événement. En fait, l'objectif il est double. Le premier, c'est que comme vous le savez, et malheureusement on ne le dit peut-être pas assez ou pas assez fort, c'est qu'il y a une place extrêmement importante en islam pour le patriotisme, pour l'amour de sa patrie, de son pays, et également pour le devoir de mémoire. Et nous, il nous tient à cœur de sensibiliser notre jeunesse à ces valeurs. C'est extrêmement important. Le deuxième objectif, c'est à travers l'histoire que les anciens combattants et les échanges qu'ils vont avoir avec les enfants, c'est vous de montrer un peu l'histoire de notre pays, l'histoire des guerres. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis né en 1990 et depuis, on a toujours vécu dans un état de paix dans notre pays. On n'a pas connu la guerre, même si malheureusement, on a la guerre qui est à nos portes maintenant, avec la guerre qui est menée par la Russie en Ukraine. Mais en France, on a encore la chance d'être dans un pays où on connaît la paix. Mais malheureusement, ça, on l'a acquis grâce à des sacrifices qui ont été faits par des gens qui ont donné leur vie pour notre pays et qui ont mené des guerres. Et c'est extrêmement important qu'on garde cela en tête. Anatole France disait qu'on fait le futur à partir du passé. Et en effet, si on ne donne pas de l'importance à ce qui s'est passé, on aura du mal à bâtir un futur en tirant des leçons de ce passé-là. Donc c'est extrêmement important pour nous de sensibiliser nos jeunes filles, nos jeunes garçons à l'histoire des guerres à travers les expériences des anciens combattants pour que ce soit extrêmement concret. Et aussi, ça permettra, on l'espère, parce que ce n'est que le début d'une longue série d'événements qu'on organisera autour du patriotisme et du devoir de mémoire, de créer du lien entre notre jeunesse et la nation. Et ça nous tient extrêmement à cœur. Et je vais juste clôturer cette introduction pour laisser la place du coup aux intervenants. Vraiment, je le dis encore une fois aux enfants, on veut que ce soit interactif. C'est que vous allez voir, Monsieur Leclerc, il va provoquer des questions, il est extrêmement bon dans l'échange, donc je n'ai pas de doute, mais vous aussi, si vous avez des questions sur leurs expériences
sur les guerres, sur les valeurs de la République, n'hésitez pas. On a vraiment la chance d'avoir en plus de nos invités aussi des personnes qui étaient élus municipaux, qui sont aussi extrêmement sensibilisés à ces valeurs-là. Donc tout le monde va pouvoir participer à cet échange. Il y aura du coup des micros de part et d'autre de la salle, mais également des micros pour toutes les personnes qui souhaitent intervenir. Juste lever la main. Et l'objectif, c'est que tout le monde puisse participer à ces échanges. Voilà, j'en dirai pas plus. Et je vais maintenant, j'espère que vraiment, je souhaite que ce soit un échange extrêmement fructueux pour tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Nassir Ahmed Chahsab, qui est missionnaire en chef de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Il va adresser à nous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Monsieur le Président du programme, Monsieur l'adjoint au maire de Saint-Prix, et le Président de Fédération du Mémorial de l'OTAN, les élus, honorables anciens combattants, Mesdames et Messieurs, et les enfants, certainement, qui sont avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la grâce et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous et toutes. C'est une salutation islamique que le prophète de l'islam nous a exhorté de dire lorsque vous croisez quelqu'un. Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, mais vous devez transmettre et rencontrer cette personne avec cette salutation de paix. Les organisateurs de ce programme m'ont demandé de parler sur l'amour de la patrie. Le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, avait dit « Hubbul watani min al-iman » l'amour de la patrie fait partie de la foi. La loyauté et l'amour de la nation, phrase facile à dire et à entendre. Toutefois, ces quelques mots comportent des sens à longue portée. Ils sont beaux et extrêmement profonds. En effet, il est difficile de saisir et comprendre le sens réel de ces mots, ainsi que les conditions qu'ils imposent. Quoi qu'il en soit, dans le peu de temps qui m'est imparti, je vais tenter d'expliquer le concept islamique de la loyauté et de l'amour pour la nation. En premier lieu, il faut savoir que le principe fondamental en islam est que les paroles et les actions de l'individu ne manifestent jamais de duplicité ou de l'hypocrisie. Quelle qu'en soit la forme, la vraie loyauté requiert en effet une relation construite sur la sincérité et l'intégrité que l'individu manifeste sur la surface, exactement ce qu'il dit en dessous. En matière de nationalité, ce principe sera d'importance capitale, car il en ressort que l'individu soit établi une relation de loyauté et de fidélité sincère envers sa nation. Cela ne fera aucune différence qu'il en soit né citoyen ou qu'il ait acquis la citoyenneté plus tard, soit par la voie de l'immigration ou par tout autre moyen. Le sens réel de loyauté. Selon les enseignements de l'islam, la définition et le sens réel de loyauté est le respect sans équivoque de ses engagements et alliances à tous les niveaux et en toutes circonstances, quelle que soit la difficulté que cela suppose. Voilà le niveau de fidélité requis par l'islam. À maints endroits, dans le Saint-Coran, Allah a commandé aux musulmans de respecter leurs promesses et alliances, y compris celles faites avec Dieu le Tout-Puissant et les autres selon leur degré d'importance respectif. Dans ce contexte, la question qui pourrait surgir dans l'esprit des gens est que puisque les musulmans déclarent que Dieu et sa religion leur sont d'importance primordiale et qu'ils estiment leur alliance avec Dieu et le respect de celle-ci au-dessus de toute chose, la loyauté des musulmans envers sa nation et sa promesse d'honorer ces lois ne sera-t-elle pas d'importance secondaire? L'on pourrait penser que parfois, le musulman sera prêt à sacrifier
sacrifier l'alliance qu'il avait faite avec son pays. Pour répondre à cette question, je voudrais tout d'abord vous informer que le saint prophète de l'islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait lui-même enseigné que l'amour de la nation fait partie de la foi. Le patriotisme sincère est donc exigé en islam. Afin de réellement aimer Dieu et l'islam, le musulman doit aimer sa nation et son pays. Il est donc clair qu'il ne peut exister aucun conflit d'intérêt entre l'amour que porte l'individu pour Dieu et l'attachement qu'il a pour son pays. Étant donné que l'amour de la patrie est partie intégrante de l'islam, le musulman devra s'efforcer d'atteindre les plus hauts niveaux de loyauté envers son pays d'adoption. Cela sera pour lui un moyen d'atteindre Dieu et de se rapprocher de lui. Il est donc impossible que l'amour de Dieu devienne un obstacle, l'empêchement de démontrer l'amour et la fidélité réelle envers la nation. Il y a un autre point que comment aimer la patrie où droit de culte est nié. Des fois, cette situation se pose. Nous constatons malheureusement qu'au sein de certains pays, le droit du culte sont restreints, voire même niés. La question qui se pose dès lors est de savoir si des gens qui sont persécutés par l'État peuvent malgré tout maintenir une relation d'amour et de loyauté envers le pays et la nation. C'est avec grande tristesse que je vous informe que de telles circonstances existent au Pakistan, où il y a le Centre international de la communauté Ahmadiyya, dont le gouvernement a promulgué les lois contre notre communauté. Ces lois sont appliquées dans la pratique, et c'est ainsi qu'au Pakistan, les musulmans Ahmadis ont-ils été officiellement déclarés non musulmans. Il leur est défendu d'appeler musulmans. C'est-à-dire, un Ahmadi ne peut pas appliquer les musulmans au Pakistan. Même s'il dit la salutation islamique à quelqu'un, 3 ans de prison. C'est l'ambiance dans laquelle les Ahmadis vivent au Pakistan. Okay. C'est ainsi qu'au Pakistan, les musulmans Ahmadis ont-ils été officiellement déclarés non musulmans. Il leur est défendu de s'appeler musulmans. Les Ahmadis au Pakistan n'ont pas le droit d'observer les rites des autres musulmans, ou encore d'agir selon les pratiques et usages de l'islam, car cela pourrait les identifier en tant que musulmans. C'est de cette façon que l'État pakistanais a privé les membres de notre communauté de leurs droits humains de base, celui de la liberté du culte. Communauté musulmane Ahmadiyya, un modèle exemplaire à cet égard. Avec ceci à l'esprit, l'on se demandera tout naturellement comment, en de telles circonstances, les musulmans Ahmadis pourraient-ils obéir aux lois du pays. Je dois spécifier ici que dans des circonstances aussi extrêmes, les lois et la loyauté envers sa nation deviennent deux matières séparées. Nous, musulmans Ahmadis, pensons que la religion est une matière personnelle à être déterminée par l'individu, qu'il ne doit y avoir aucune contrainte en matière de foi. Lorsque la loi fait ingérence dans ce droit, il s'agit là d'un acte de cruauté et de persécution. En effet, la persécution par l'État, qui est survenue maintes fois au fil des siècles, a été condamnée par l'écrasante majorité. Nous tournons vers l'histoire de l'Europe. Nous constatons que les peuples de ce continent ont aussi été les victimes de la persécution religieuse, une persécution qui a contraint des milliers à émigrer de pays en pays. Tous les historiens, gouvernements et le peuple imbus d'un sens de justice ont considéré ceci comme étant une oppression et une énorme cruauté. L'islam enseigne aux gens de quitter la ville ou le pays où la persécution dépasse toute limite et devient intolérable et d'émigrer vers un endroit où ils sont libres de pratiquer la religion en paix. En même temps, l'islam déclare que, quelles que soient les circonstances,
L'individu ne doit pas se faire justice lui-même, ni doit-il participer à des complots contre son pays. Il s'agit là d'un commandement clair et sans équivoque que donne l'islam. En dépit de la grave persécution qu'ils subissent au Pakistan, des millions d'Ahmadis continuent d'y vivre, malgré le fait qu'ils soient soumis à une discrimination et une cruauté soutenue dans tous les aspects de leur vie. Ils n'ont de cesse d'essayer d'aider la nation à progresser, à réussir. À chaque fois que le besoin de faire des sacrifices pour le Pakistan s'est fait sentir, les Ahmadis se sont toujours tenus au premier rang, faisant tout sacrifice pour le bien-être du pays. Bien qu'ils soient les victimes et les cibles de la loi, les musulmans ahmadis sont ceux qui respectent les lois du pays plus que tout autre, car ils sont des vrais musulmans qui suivent le vrai islam. Notre calife actuel, à la réception de l'inauguration de cette mosquée dans laquelle nous tenons ce programme, avait dit, et je pense que l'ancien maire de Saint-Prix était présent à cette réception. Il avait dit, un Ahmadi réside en France, un autre habite en Allemagne, et d'autres en Angleterre ou dans un autre pays quelconque. Ce pays devient alors sa patrie. Et son amour fait partie de sa foi. Ainsi, les citoyens de ce pays doivent aimer France comme la partie de leur foi. Ils doivent faire des efforts pour son bien-être. Ils doivent être toujours prêts à offrir tout sacrifice. Alors, en présence d'une telle pensée et compréhension, comment la haine peut germer et fleurir? Les haines sont supprimées grâce à telle idéologie et l'amour naissent. Nous avons alors notre slogan « Amour pour tous, haine pour personne ». Ce furent là quelques aspects des enseignements de l'islam, les préceptes qui guident les musulmans vers les conditions réellement requises par la loyauté et l'amour pour leur pays. Avant de conclure, je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse la France. Que la paix règne dans notre pays ainsi que dans le monde entier. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nassir Ahmed Shahzad. Maintenant, j'appelle M. Willy Breton, qui est président de la Fondation du Mémorial de l'OTAN. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie énormément pour nous avoir invités à cette conférence. Je suis donc le président de la Fédération du Mémorial de l'OTAN et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer à cette journée sur le thème du devoir de mémoire. Ce thème donc, est important à nos cœurs, surtout pour un ancien militaire en activité. Donc il est important d'agir pour les mémoires. Le devoir de mémoire est une chose, mais il faut agir pour les mémoires. Vous connaissez tous le terme donc frère d'armes. Parmi les jeunes qui sont présents, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est qu'un frère d'armes? Vous ne savez pas? Donc le frère d'armes. Lorsque vous avez des missions en opération extérieure, c'est le sujet de mon thème aujourd'hui, donc vous travaillez avec des camarades. Pardon, merci. Des camarades de différentes nationalités, de différentes unités, de différentes couleurs et de différentes religions. Donc nous sommes des frères d'armes, des camarades, des copains, des amis. La perte d'un frère d'armes est importante. C'est la douleur dans les rangs, c'est de la tristesse, c'est des larmes. Merci. C'est des larmes. Donc on a toujours besoin de faire quelque chose pour ce frère-là. Et en opération extérieure, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de lui rendre hommage. Donc vous avez toujours une petite cérémonie. Donc cette petite cérémonie est faite par le pays qui a perdu son soldat. Et donc vous avez une petite cérémonie officielle et une petite cérémonie religieuse.
Donc la religion, donc, c'est ce qu'on appelle un aumônier militaire qui est présent, alors des différentes religions, qui organisent cette cérémonie. Et chaque militaire donc, est présent et ou est représenté pour cette cérémonie, puisque forcément sur un théâtre d'opération, vous avez des opérations militaires en cours et tout le monde ne peut pas être présent. Et les places sont limitées. Mais dès que c'est possible, ce qui en a été le cas pour moi, je me rendais à cette cérémonie religieuse, et peu importe la religion du soldat qui est décédé. Et vous allez comprendre mes propos tout à l'heure. Donc, perdre un frère d'armes, comme je vous l'ai indiqué, c'est une douleur. Donc, j'ai effectué donc, 3 opérations extérieures au Kosovo, en Bosnie et en Afghanistan. En Afghanistan, les pertes des soldats de l'OTAN étaient assez importante pour le théâtre d'opération. Et pour la France, lors de mon séjour, j'ai eu à m'occuper de 6 décès avec des camarades. Et tous les décès, donc j'étais militaire de la gendarmerie, donc il y avait donc des enquêtes administratives, judiciaires et militaires pour le type de décès. Et il fallait s'occuper des corps de nos camarades. Et au mois de mai 2010, nous avons perdu donc un soldat français et un soldat néerlandais qui ont été tués lors de l'explosion de leur véhicule. C'est ce que j'ai appelé personnellement le sang mêlé. Le sang mêlé, puisque c'était deux camarades, 2 frères d'armes, donc un français et un néerlandais, qui sont morts ensemble pour soutenir donc la paix et la liberté. Et lorsque nous sommes allés chercher, donc, me concernant le soldat français, c'est un moment intense, c'est quelque chose de fort qui vous traverse le corps. L'ensemble des soldats présents sur la base militaire a fait une haie d'honneur aux soldats français et aux soldats néerlandais. Vous aviez donc 6 à 7 nationalités, et les soldats afghans étaient aussi présents pour rendre hommage donc, à leurs camarades, aux camarades français et aux camarades néerlandais. Donc à partir de ce moment-là, je peux vous dire que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. De grandes émotions. Et donc quand vous accompagnez le corps, donc vous avez tous ces soldats avec une lumière dans les mains, la lumière qu'ils avaient, soit une lampe de poche, un briquet, et pour rendre hommage sur cette haie d'honneur aux soldats décédés. Ça a toujours été le cas avec l'ensemble des soldats qui sont décédés sur ce théâtre d'opération. À mon retour en France, donc, j'ai voulu faire quelque chose pour ces soldats décédés. J'ai voulu leur rendre hommage. Peu importe, comme je vous l'ai indiqué, la nationalité de ce soldat, sa couleur, sa religion, son régiment, et autres critères que je pouvais différencier mon hommage à ce soldat. Donc en rentrant en France, j'ai commencé donc ce travail de mémoire et agir, comme je vous l'ai indiqué, c'est le sujet de mon thème aujourd'hui, agir pour la mémoire. Et j'ai envoyé quelques courriers pour obtenir de l'aide. Forcément, ça a été particulièrement difficile. Au bout d'un moment, donc, une mairie a accepté que le mémorial de l'OTAN puisse s'installer sur un terrain qui m'a été offert. Et pour le financement, là aussi, ça a été particulièrement difficile. Et donc, j'ai été obligé de casser ma tirelire. Donc, j'ai offert ce mémorial à mes camarades décédés. Donc, pour moi, donc, c'était quelque chose qui était, comme je vous l'ai indiqué, qui était important. Et j'ai voulu vraiment leur rendre hommage. Et depuis, donc, le mémorial a été érigé sur la commune de Frétin le 25 février 2012. Depuis 2012, nous avons une commémoration donc, officielle reconnue par l'État depuis 2018. Cette commémoration est composée d'une cérémonie interreligieuse et d'une cérémonie officielle. Cérémonie interreligieuse, pourquoi ? Puisque, comme je vous l'ai indiqué dans mes propos, nos soldats sont de différentes confessions religieuses. Donc il fallait leur rendre hommage aussi par la prière.
ce qui a été le cas, puisque lors de cette cérémonie interreligieuse, nous invitons les différentes religions à faire une prière pour ces soldats. Je dis bien ces soldats, puisqu'ils sont, ils sont concernés par l'une ou l'autre de ces religions. Et nous terminons par la prière des familles. Et je suis très heureux d'indiquer que pour la prière musulmane, c'est vous qui venez pour faire cette prière, et nous en sommes très, très heureux. Et je vous en remercie du fond du cœur et chaleureusement. Après, nous avons donc cette cérémonie officielle où vous avez donc nous invitons l'ensemble des pays membres de l'OTAN et des pays partenaires, qui correspond à peu près à 30 pays membres de l'OTAN et autant de pays partenaires. Donc vous voyez un peu la globalité des pays représentés sur cette commémoration. Voilà, donc voilà pour le côté mémorial et devoir de mémoire. Il ne faut pas les oublier. Donc cette année, nous avions donc une famille d'un soldat britannique et une famille d'un soldat allemand. Mais la Fédération du mémorial de l'OTAN ne se contente pas uniquement de cela. Elle est aussi là pour parler du devoir de mémoire, parce qu'il faut être passeur de mémoire, que ce soit pour la Première, la Seconde Guerre mondiale et l'ensemble des conflits qui concernent la France. Et nous sommes là, comme à ce titre, ce jour, pour pouvoir vous expliquer un peu ce qui est le devoir de mémoire. Mais ça sera le président de l'ONC qui va vous expliquer ça tout à l'heure. Et je le remercie lui aussi de pouvoir être là et d'être un passeur de mémoire et vous expliquer ce qu'il en est. Pour la Fédération du mémorial de l'OTAN, vous avez ce côté passeur de mémoire, mais aussi nous sommes là pour, au travers de ce devoir de mémoire, nous avons mis en place donc une Memorial Day. Donc cette Memorial Day est composée d'événements qui soient culturels, commémoratifs ou sportifs. Donc sur une semaine, cela concerne donc la commémoration du mémorial de l'OTAN, mais l'ensemble des événements. Et chaque commune, chaque association ou partenaire qui souhaite organiser un événement pour cette commémoration et cette Memorial Day a le droit d'y participer. Donc nous lui donnons donc notre aval pour justement là aussi promouvoir ce devoir de mémoire. Nous avons mis aussi en place donc un programme sport. Donc vous avez le logo qui est ici. Ce logo est particulier. Donc au travers de l'image qu'il représente, vous pouvez déterminer quelle valeur représente chaque image de ce logo. Donc nous avons voulu promouvoir donc les valeurs d'amitié, de fraternité et de paix par le sport. Donc, est-ce que parmi vous, parmi les jeunes qui sont présents, vous pouvez m'expliquer quel symbole représente l'amitié sur ce dessin? Oui, je t'écoute. Quel symbole? Au niveau du dessin, à ton avis? Lève-toi. Tu peux te lever pour pouvoir regarder le dessin. À ton avis, donc l'amitié est représentée par... Sur le dessin, hein. Oui, mais le dessin. À ton avis, sur le dessin, qu'est-ce qui représente l'amitié? Sur le dessin, Oui, sur le dessin. sur l'amitié, c'est par exemple que ce soit sa religion ou que ça soit ce genre de choses. Oui, tout à fait. Mais le dessin, je vais expliquer. Donc sur le dessin, l'amitié est représentée pardon, par les deux mains. Donc c'est deux mains, donc c'est deux personnes qui tiennent le flambeau. D'accord? Et la fraternité, à ton avis, c'est quoi? Là, sur le dessin, toujours. Oui, la fraternité, pour toi, c'est quoi? La paix. Oui, entre autres, mais... donc la fraternité est représentée par... Comme tu vois, donc, tu as une personne donc, de couleur blanche et une personne de couleur noire. C'est ça, la fraternité. C'est l'amitié entre... Si tu préfères, puisque toi,
tu as exprimé ce terme, l'amitié, la fraternité entre les peuples, entre les hommes. Après, donc tu as la paix. Et la paix, donc le symbole de la paix, je ne sais pas si tu connais, c'est le symbole, regarde, le peace and love. Tu vois ? Donc comme c'est le programme sport, c'est pareil. Donc les deux personnes tiennent le flambeau des Jeux Olympiques. Voilà ce qui représente le symbole du logo. Merci pour ton intervention. Donc là aussi, c'est pareil, puisque donc, on travaille toujours sur le devoir de mémoire et être passeur de mémoire. Et il fallait le mémorial de l'OTAN représente donc l'amitié, la camaraderie, la fraternité, la réconciliation et la paix. Et nous avons voulu donc promouvoir donc ces valeurs, les valeurs du mémorial, au travers du sport, pour atteindre donc notamment donc une plus grande partie de la population, mais plus particulièrement les plus jeunes, c'est-à-dire vous. Donc c'est pour ça que si une association, une commune ou un club sportif nous dit voilà, je voudrais mettre sur mes maillots de sport au niveau de la commune ou de l'association ou du club de sport ce logo, il a la possibilité, on le fait, plusieurs clubs dans le Nord le possèdent, on participe aussi à des épreuves sportives, on essaie d'être sponsor quand c'est possible pour promouvoir justement ce logo et les valeurs du mémorial. Nous avons aussi mis en place donc, ce qu'on appelle toujours sur la même période de la Memorial Day, donc une fleur pour la mémoire. Donc nous sommes partenaires avec les artisans fleuristes de France et chaque personne a la possibilité d'aller acheter une fleur et la déposer donc, sur une tombe d'un ancien combattant, d'un vétéran, d'une victime du terrorisme, une victime de la Shoah ou autre. Donc voilà, c'est ça, c'est le devoir de mémoire, mais avec des partenaires, comme là, donc c'est la fleur de la mémoire. Nous travaillons avec les artisans fleuristes de France, et chacun donc, peut aller acheter sa fleur et la déposer donc, sur, comme je vous l'ai indiqué, la tombe d'un ancien combattant, d'un résistant, d'une victime de la Shoah, d'une victime du terrorisme. Pourquoi ? Ça symbolise le fait de ne pas les oublier. C'est important. Le devoir de mémoire, c'est ça, c'est ne pas les oublier. Ne pas oublier nos combattants. Moi, je parle pour la Fédération du mémorial de l'OTAN, pour le mémorial de l'OTAN, puisque ce mémorial a été érigé à la mémoire des soldats qui ont perdu leur vie dans le cadre de missions de l'OTAN. Voilà, on ne veut pas les oublier, et le fait de faire quelque chose pour eux est important. Chaque année, on fait notre commémoration, chaque année, on fait quelque chose. Et je voulais terminer sur le fait qu'il ne faut pas les oublier. Je me répète. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui se sont battus pour la paix et la liberté. Le soldat n'est pas une victime, il agit volontairement. Donc lorsqu'il perd la vie, c'est parce qu'il a agi volontairement pour la paix et la liberté. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous. Merci à vous. J'ai peut-être dans ce public de futurs militaires, de futurs soldats. Donc merci à vous. Vous êtes donc notre avenir. Vive la paix, vive la liberté. Je vous écoute. Une question ? Nous avons l'impression que le lien entre les jeunes et la nation et les enfants est moins fort qu'avant. Vos engagements montrent que vous êtes attachés à notre pays. Que pensez-vous du rétablissement du service militaire pour créer ce nouveau lien ? Alors, je suis pour la reprise du service militaire. C'est important justement parce que c'est le lien de la nation, le lien de la jeunesse, et il est nécessaire qu'on puisse créer ce lien. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un peu, quand vous avez ce lien pour la nation, c'est un peu, je vais imager mes propos, c'est avec plusieurs briques qu'on arrive à faire un mur. Donc là, c'est la même chose, c'est avec plusieurs jeunes, on arrive à créer ce lien de la nation et créer notre nation. Elle est importante, puis ça permet aussi de se connaître. Ça permet de connaître les cultures, ça permet de connaître les régions, de permettre de connaître la personne aussi. Voilà. Et c'est vraiment important, et ce lien du service militaire est nécessaire. Donc moi je suis pour la reprise du service militaire, puisque c'est un lien essentiel et ça fait partie aussi de la création de la nation. Merci à vous. Pour compléter, je pense, oui, ce que tu viens de dire, c'est. Je sais pas, vous m'entendez ? Ouais.
que je suis là. Oui, oui. Non, je pense que c'est extrêmement important parce que pour partager une expérience personnelle, j'avais fait la journée d'appel pour la défense comme tout le monde. Et en fait, c'est là où j'ai découvert la réserve militaire. Et moi, j'ai eu la chance d'être réservé dans la Marine nationale pendant 5 ans. Et en fait, je partage juste avec les enfants qui sont présents ici, certains le savent, c'est que c'est vraiment là qu'on apprend vraiment notre histoire, qu'on apprend les traditions militaires. Et je pense qu'à titre personnel, c'est ce qui m'a le plus rapproché aussi. Sans moi, l'amour pour la France. Et après, je pense que c'est un avis personnel, hein, mais je pense que ce type d'exercice et ce type d'engagement aide énormément. Énormément. Et puis, nous, on invite les jeunes, hein, à ceux qui veulent le faire, c'est d'avoir une expérience militaire parce que, en tant que réserviste, si vous n'êtes pas prêt à vous engager, parce que déjà ça, c'est énorme. Ça apporte énormément. Ouais, je vais dans ce sens, puisque tu as parlé de la réserve. Vous n'êtes pas obligé de faire une carrière militaire. Vous pouvez rentrer tout à fait, comme tu l'as indiqué, rentrer dans la réserve, hein, que ce soit la réserve opérationnelle ou la réserve citoyenne, comme Marie qui m'accompagne, qui est dans la réserve citoyenne. La réserve opérationnelle, c'est que vous pouvez le faire dans l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air ou la gendarmerie. Et voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans la réserve opérationnelle. Ça permet d'apporter cette pierre à l'édifice et comme je dis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet de construire une nation, de construire une défense et de protéger nos libertés et la paix. Voilà. Merci. D'autres questions peut-être ? Bonjour monsieur, c'est quoi l'OTAN ? OTAN ? Oui, alors l'OTAN, oui, c'est vrai. J'aurais dû l'expliquer au départ. C'est l'organisation du traité nord-atlantique Nord. Donc elle est composée actuellement de 30 pays, dont la France en fait partie. Et elle a été créée donc, le 4 avril 1949. Donc à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, puisque on avait à l'époque, tu avais deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Le bloc de l'Ouest, c'était les États-Unis, tu avais donc l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie et autres. Et de l'autre côté, tu avais tous les pays du bloc soviétique, donc, avec la Russie entre autres, et puis tous les anciens pays de l'Est qui maintenant ont basculé, qui sont devenus maintenant dans l'OTAN. Et après, tu as toujours de l'autre côté la Russie. Voilà. Ça, je réponds à ta question ? C'est bon. J'en ai plus. T'en as plus ? Mais ma réponse te convient ? Oui. Bon, ben c'est très bien. Merci. Oui ? Pardon ? C'est une très bonne question et je te remercie de l'avoir posée. Alors. Voilà. Alors, au moment de la Révolution française, le drapeau de la France, c'était blanc avec des fleurs de lys. Voilà. Et les couleurs de Paris, c'était rouge, bleu et rouge. Et au moment de la Révolution, certaines personnes ont dessiné un drapeau en mettant la royauté enserrée par les couleurs de la ville de Paris, d'où bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est un drapeau révolutionnaire qui a été... Alors, son histoire est formidable parce qu'il faut savoir qu'il a été utilisé par d'autres personnes pendant certaines révolutions, comme je te l'expliquerai, y compris notre hymne national. Et ça, c'est un des symboles de notre pays. Comme ça fait partie un peu Voilà. de ton sujet. Oui, alors voilà. D'autres questions ? Ouais, oui. Pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale ? Alors là aussi, c'est une très bonne question. Je suis pas... Là, on va... Alors la Première Guerre mondiale, allez, je vais t'expliquer un petit peu. Bref, c'est un peu l'origine de la Première Guerre mondiale. Ça fait suite à un attentat qui a eu lieu juste avant la guerre mondiale. C'est le prince... L'archiduc. L'archiduc, oui, de Autriche-Hongrie. Qui a été tué, voilà, à Sarajevo. Donc c'est l'origine de on va dire l'origine officielle de la Première Guerre mondiale. Mais il y a aussi des raisons, il y a des raisons politiques, il y avait aussi des raisons entre guillemets colonialistes. Donc là aussi c'est des blocs
et ce qui a fait que c'est devenu la Première Guerre mondiale. Je synthétise un peu, parce qu'autrement je pourrais t'en parler un peu plus longtemps, mais comme on est limité, voilà, j'ai synthétisé un peu l'origine de la Première Guerre mondiale. Merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. Oui, je t'écoute. Pourquoi vous avez des médailles? Pourquoi j'ai des médailles? Et je te remercie, c'est de belles questions. C'est parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, j'étais militaire de la gendarmerie et ensuite j'ai fait des opérations extérieures, donc en Bosnie, Kosovo et Afghanistan, et donc pour différentes choses, donc j'ai eu des décorations. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est particulier. Voilà. Il n'y a pas de quoi, jeune fille. Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi la France s'appelle la France, du coup? Ça, c'est une excellente question, tiens. Oui, c'est une très bonne question. C'est historique. Voilà. Et là aussi, vous avez de très très bonnes questions qui me mettent un peu dans l'embarras. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que en école, je pense qu'on t'a expliqué un peu ce qui était l'histoire de France. Donc, tu la connais un peu. Et le nom de la France, et si je ne fais pas d'erreur, est apparu sous Clovis. Pardon? Clovis. Oui, sous Clovis, oui, tout à fait. Pardon? Clovis. C'est Clovis. Clovis et Charlemagne. Oui, oui. À peu près à cette époque-là. Ouais. Oui, il y avait. Ouais. L'origine, c'est ce qu'on appelle le peuple. Voilà, le peuple franc. Donc après, du coup, au fur et à mesure des années. Alors là, c'est pareil, je synthétise parce qu'on peut y passer, on va y passer du temps. Donc c'était les Francs à l'origine, sur Clovis et Charlemagne, et donc on est devenu des Français. Voilà, au fur et à mesure du temps. En début, on s'appelait les François. Voilà. Et après, on est devenu les Français. Avant, il y a eu les Gaulois, les Celtes, voilà. Mais voilà, donc c'est dû aux Francs. Merci beaucoup, Billy. Je pense qu'on va passer à l'intervention suivante. Oui. Et après, de toute façon, dans le cadre de l'intervention de M. Leclerc, on pourra bien sûr, vous pouvez intervenir pour répondre à toutes les questions. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais revenir sur 2-3 petites choses. Entre autres, les symboles. Là, le jeune homme a posé une très belle question. Donc, les symboles de notre pays sont importants. C'est entre autres que pour ces symboles et ces valeurs que des soldats vont mourir. Il y a le drapeau bleu, blanc, rouge. Il y a la Marseillaise. Alors tout le monde pense à la Marseillaise, mais la Marseillaise a été chantée par les Marseillais quand ils sont montés en Alsace pendant la Révolution française. C'était le chant qu'ils chantaient et c'était l'armée du Rhin qu'on a appelé, baptisé comme ça. Et ce chant-là est devenu un chant révolutionnaire et un chant qui est devenu, au fil du temps, par décret, notre hymne national. Il faut savoir que cet hymne national, il y a des gens qui ont voulu changer les paroles. Je fais partie des gens qui ne veulent pas qu'on change les paroles, car cette histoire de ce chant a été chantée en 1956 à Budapest, par les gens de Budapest, parce qu'ils étaient sous le joug d'un empire, et ils voulaient leur liberté. Il a été chanté en 1968 à Prague, pour les mêmes raisons. Il a été chanté dans les années 80 par les gens de Solidarność en Pologne, pour les mêmes raisons. Et il a été chanté à Saint-Pétersbourg, quand sur les marches du palais, l'armée blanche du tsar a tiré sur le peuple. Donc notre hymne national est connu dans le monde entier. Donc il faut le préserver. Et dans les moments difficiles, dans les tranchées, mon grand-père me disait, le seul courage qu'on avait, c'était de chanter la Marseillaise. Ça nous donnait le courage pour sortir des tranchées face aux baïonnettes et aux tirs des fusils. C'était notre seule volonté. Il faut savoir que les morts pour la France, la personne la plus jeune, à votre avis, avec quel âge? Ah non, c'est un peu jeune. 27 ans, c'est plus jeune.
16 ans, c'est plus jeune. Gagné. Le plus jeune mort pour la France, qui a eu la médaille militaire, il est mort dans ce qu'on appelait l'armée de l'Est, pendant la Première Guerre mondiale. C'était ce qu'on appelait un soldat pupille, ça existait encore. Dans les tranchées, ce jeune garçon, qui est orphelin, son officier lui confie son sabre et lui donne l'ordre de défendre ses tranchées. Son capitaine donne l'ordre de charger. Ils sortent de la tranchée, baïonnette au canon, et chargent les soldats allemands. Le jeune garçon a désobéi. Il a brandi le sabre, il est sorti des tranchées, alors que les soldats français avaient peur et n'avançaient pas. C'était des hommes. Avec son sabre, il est sorti des tranchées et il a dit « En avant, baïonnette au canon ». Tous les soldats du régiment, ça leur a donné le courage. D'autant plus que quelques mètres plus loin, il a été tué. Il est tombé dans l'oubli, mais nous, les marins, on le connaît pour une raison toute simple. Il y a une statue qui le commémore, il est à côté de l'hôpital militaire de Toulon. Il n'y a pas d'âge pour être patriotique. Et c'est quoi être patriotique? C'est aimer sa patrie, c'est aimer son pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Aimer sa patrie, c'est aimer son pays. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres. Et aimer la patrie, c'est aimer les Français. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres. Aimer sa patrie, c'est aimer ses valeurs. Et dans ces valeurs, il y a aussi Marianne, dans toutes les mairies de France, il y a une statue qui est un des symboles. Voilà. Alors, l'histoire veut de Marianne qu'on ait eu des actrices plus ou moins belles, qui ont servi de modèle, on a changé. Mais en réalité, c'est Marianne, c'est un symbole. Voilà. Et nous avons aussi une fête nationale, qui est le 14 juillet. C'est aussi un des symboles de notre pays, qui est la fête nationale. On commémore la prise de la Bastille. Et c'est là que je dis à chaque fois, faites attention à ce qu'on vous dit dans l'histoire. Parce qu'on a glorifié la prise de la Bastille, il y a un tableau qui est connu, mais qui est un peu mensonger. La Bastille, il n'y avait presque plus d'armes, il n'y avait plus qu'un seul prisonnier. On a pris ce symbole parce que c'était le symbole de la répression de la royauté en France. Donc c'est devenu officiellement... voilà. Et nous avons ici tous les symboles. Et ça, il faut les garder en mémoire. Voilà. Le devoir de mémoire, c'est aussi, et là je vais vous demander de lever la main, qui connaît le prénom de son père? Allez les enfants. Ouais, le prénom de sa mère. Ah, voilà. Le prénom de son grand-père paternel. Le prénom de son grand-père maternel. Le prénom de sa grand-mère maternelle. Le prénom de... il n'y a pas beaucoup. Le devoir de mémoire, c'est aussi, pour sa famille, se rappeler de ses ancêtres. Et se rappeler de ses ancêtres, c'est savoir d'où on vient. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur, Anatole France l'a tout à fait exprimé. Les racines sont importantes. Moi, j'ai eu sous mes ordres des gens avec des racines complètement différentes, mais qui étaient patriotiques. Et là, je viens vous poser une question, pour vous Français, c'est de quoi être Français? Ah, être Français, c'est quoi? Alors, vas-y. Et voilà. La réponse, elle est aussi simple que là. C'est aimer son pays. Être Français, c'est pas seulement avoir une carte d'identité marquée français. Être Français, c'est d'abord aimer son pays. Moi, j'ai eu sous mes ordres des hommes qui étaient d'origine complètement différente, mais qui aimaient la France. Et qui se sont battus pour des valeurs. Dans ces valeurs, il y a la laïcité. La laïcité, tout à l'heure, on l'a bien expliqué. La laïcité, certains veulent la casser en disant c'est l'interdiction. Non, la laïcité, c'est l'autorisation de tous vivre ensemble avec des religions différentes. Ce qui empêche l'oppression, comme au Pakistan, l'oppression d'autres religions. Et cette valeur-là, elle est dans notre Constitution. Nous sommes un pays laïque, ce qui nous protège de tout excès de religion. Vous parliez tout à l'heure de l'excès de certaines religions, de certains musulmans. Les chrétiens, les catholiques, ont un passé aussi très noir. On a une période, vous l'apprendrez peut-être, qui s'appelait l'Inquisition. Donc, c'était pas non plus génial.
C'était la même chose qui se passe au Pakistan, il y a un peu plus longtemps, et ça s'appelait l'Inquisition. On brûlait des femmes vivantes parce qu'on estimait qu'elles avaient réfléchi. Vous me regardez, mesdemoiselles, mesdames, c'est vrai. On a brûlé des femmes parce qu'elles réfléchissaient. Et ça, c'est en Europe. On n'a pas besoin d'aller des siècles, il y a 200 ans, il y a... Voilà. Donc, toutes les religions, comme tous les pays, ont des zones d'ombre. On veut les cacher. Et je vais vous parler de certaines zones d'ombre. Et là, dans le devoir de mémoire, moi, je me suis, comme vous êtes tous pour beaucoup d'origine pakistanaise, eh bien, j'ai travaillé et j'ai cherché les Pakistanais pendant les 2 guerres mondiales. Oh, j'ai été scotché. Plus j'en lisais, plus j'avais envie d'en lire. Vos ancêtres ont été des grands guerriers pendant ces 2 guerres mondiales. Et ce qu'on a appelé l'armée des Indes, qui à l'époque s'appelait l'armée des Indes, eh bien, je vais vous dire, c'est la seule armée qui a combattu pendant les 2 guerres mondiales sur tous les continents. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc vous pouvez être fiers de vos ancêtres. Ils se sont battus pendant la Première Guerre mondiale sur tous les fronts. Les Français et les Anglais, on n'était pas sur tous les fronts. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, pareil. Et on doit la chute des Japonais, entre autres en Birmanie, uniquement grâce à l'armée des Indes. Ça, dans l'histoire, les Anglais, ils sont un peu comme nous, ils ont tendance à l'oublier. L'engagement dans la Première Guerre mondiale, ça a été d'abord des régiments qui sont arrivés sur l'ordre du généralissime anglais pour remplir les tranchées. La première bataille, ils n'avaient aucune formation. Et cette bataille-là, ils ont paniqué parce qu'ils ont été attaqués à la grenade. Cette bataille-là, on a essayé d'en l'oubli parce que les chefs anglais ont déserté. Ils ont laissé les Pakistanais tout seuls dans les tranchées. « 4000 soldats ont trouvé la mort en quelques heures. Tous de l'armée des Indes. Les rescapés du corps indien, pas équipés, sous-équipés, beaucoup sont morts de froid, de gelure. Donc, on les a déplacés et ils sont allés sur le front d'Orient pour combattre les Turcs, qui étaient les alliés des Allemands. Il y a quand même eu 2 unités de cavalerie qui sont restées sous les ordres du maréchal Foch. Mais dans les batailles d'Orient, l'armée des Indes a été exemplaire. Si la Turquie n'a pas réussi à s'imposer, c'est grâce à l'armée des Indes. L'armée des Indes, c'était les Pakistanais, les Indiens, voilà, c'était les Indes, les grandes Indes. Vous avez eu, comme certains pays, votre révolution, comme nous. Les Pakistanais sont devenus indépendants, mais ils ont fait partie de l'armée des Indes. Et c'était des sacrés guerriers. En 1937, l'armée indienne britannique comptait 205 000 hommes. Je ne sais pas si vous rencontrez 205 000 hommes, à l'heure actuelle, pour vous dire, sur le théâtre des opérations en Ukraine, il n'y a pas autant d'hommes. Vous avez été contre les nazis, vous battre, et comme ce qu'on appelait de façon très ironique nos supplétifs de notre armée coloniale, les nazis offraient aux prisonniers de guerre de l'armée des Indes, comme celle de l'armée coloniale, une exécution sommaire. Et vous pouvez regarder sur tous les films, sur toutes les images, il n'y a aucun noir, il n'y a aucun musulman dans les camps de prisonniers. Les nazis les exécutaient immédiatement. Hitler, Goebbels, qui était le chef de la propagande d'Hitler, avait dit « Je ne veux pas de sang impur dans mes camps de prisonniers ». Vos ancêtres ont été exécutés par les nazis. En France, ils ont même été filmés pendant leur cours d'exécution pour montrer au peuple allemand que vous étiez, l'Afrique, les Indes, des sous-hommes. Voilà comment Hitler, les nazis, vous traitaient. Donc vous êtes battus avec distinction dans le monde entier, y compris sur le théâtre européen contre les Allemands, en Afrique du Nord,
Et là, je vais revenir sur une bataille qui, dans l'armée française, est un grand cocorico. Elle a été la première victoire de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la bataille de Bir Hakeim. Les Français avaient comme objectif de tenir Bir Hakeim le plus longtemps possible pour permettre à l'armée anglaise, qui à l'époque était commandée par le général, j'ai son nom, Auchinleck, de pouvoir se replier. Mais on oublie qu'il y avait une unité de l'armée des Indes qui était à nos côtés. Cette armée des Indes, c'était ni plus ni moins l'artillerie antiaérienne parce qu'on n'avait pas ce matériel à notre disposition. Et vous avez fait vos 5 ans dans la marine, eh bien ils étaient sous les ordres d'un marin qui s'appelait Amiot-Dainville, un grand soldat. Vous vous êtes battu contre les Japonais. Et les Japonais, ils n'ont pas été très tendres avec vous, avec vos ancêtres. Donc dans vos racines, il y a vos ancêtres, il faut les respecter, il ne faut pas les oublier. Mais ça veut dire aussi aimer la France. Ce sont des gens qui se sont battus pour la liberté du monde. Cette Deuxième Guerre mondiale, plus qu'une guerre mondiale, c'est une guerre contre le mal, contre le diable. Adolf Hitler et les nazis voulaient exterminer tout le monde et avoir la Grande Allemagne. Et les Japonais ne rêvaient que d'un seul empire, l'Empire japonais. Nous, Français, les Indiens, les Africains, on était tous pour passer au four cramatoire et à disparaître. Ça, il ne faudra jamais l'oublier au moment des actes de commémoration de la résistance. Il y a un jeune noir qui s'est échappé des massacres. Et ce jeune noir, il y a eu un film qui s'appelle Nous, la résistance, a rejoint la résistance, a monté un réseau de résistance en France, dont il était le chef. Ce qui a surpris tout le monde, parce que c'est un noir qui est chef d'un réseau. Eh bien oui, c'était lui le chef du réseau, c'est lui qui l'avait monté. Il a été vendu par un Français, parce que tous les Français n'étaient pas bien, il a été torturé et fusillé. Ce soldat est tombé dans l'oubli. Je ne vous dirai pas son nom, mais amusez-vous avec Internet, qui est un outil formidable, mais dangereux. Et à chaque fois que je parle de devoir de mémoire, faites attention à Internet. Vous avez plus de mensonges que de vérité. Les gens de toute idée racontent ce qu'ils veulent sur Internet et il n'y a aucune vérification. L'histoire, c'est regarder la vérité en face, même si elle est désagréable. Je suis passionné d'histoire depuis l'âge de 15 ans. J'ai lu l'histoire de mon pays, j'ai vu sa vérité, c'est pas marrant, mais je l'ai accepté et on doit vivre avec ça. L'armée des Indes était équipée, sous-équipée, mais s'est battue héroïquement. Maintenant, il y a d'autres armées dans l'histoire de la guerre. Il y avait l'armée française. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'origine du Maroc ? Vous êtes d'origine du Maroc ? Vous venez à côté de moi, s'il vous plaît ? Bonjour. Votre prénom ? Iman. Tu connais le drapeau du Maroc ? La croix qui est dessus, est-ce que tu sais ce que c'est ? La croix verte ? Ouais, mais tu ne sais pas. Eh bien, cette croix, ça s'appelle la croix des Chétifs. C'est la croix de la dynastie du roi du Maroc. Est-ce que tu sais que cette croix, elle a été sur le drapeau bleu-blanc-rouge dans certaines unités françaises ? Voilà. Eh bien, il faut savoir, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres, on a des Marocains qui se sont illustrés, mais c'est le terme, mais tombés dans l'oubli au cours d'une bataille colossale, c'est Monte Cassino. Dans les livres d'histoire aux États-Unis, c'est nous les Américains, nous avons gagné Monte Cassino. C'est un vrai mensonge historique. Ils ont gagné, mais quand ils ont attaqué Monte Cassino, ça coupe l'Italie en deux. Les nazis avaient fait une ligne de défense incroyable. Le premier régiment, c'était le premier régiment d'infanterie du Massachusetts, il y a eu un survivant. Un survivant sur un régiment. Ils ont fait un débarquement et ça a été un échec. Et ils se sont posé la question comment faire. Il y a un général qui a été voir son chef,
le général Juin, qui lui a soumis une idée. Le général français a été le voir. Les Américains ont dit, bon, on vous laisse 15 jours. On fait ça en une nuit. Les tabors marocains. Nous, de l'armée française, on n'a pas oublié. On les vénère. Messieurs, c'est vrai ou pas? Voilà. Que je dis, on les vénère. Les hommes des montagnes sont montés la nuit. À l'Arme Blanche, ils ont ouvert une faille dans la défense des SS. Ils ont positionné leurs armes au-dessus des SS. Quand les Américains ont attaqué, les Allemands n'ont pas compris. Ils se faisaient tirer de tous les côtés. Voilà pourquoi, grâce au tabord marocain, les Américains sont passés à Monte Cassino. Et le drapeau, le régiment était dissous, et si tu veux le voir, il est aux Invalides, et il y a la croix du Maroc dessus. Voilà. Et donc nous, les anciens combattants, les gens de l'UNC, rendons toujours honneur à ces soldats. Ils sont morts pour la liberté, pour la France. Dans cette armée, on ne s'occupe, dans notre armée, comme l'a dit le gendarme, on ne se préoccupe pas de la couleur, on ne se préoccupe pas de la religion, ni de ses origines. On est des frères d'armes. Et dans certains cas, on va plus loin, on est des frères de sang. Voilà. Eh bien moi, les descendants des Tabors, ils méritent autant d'être français que moi qui suis français, qui ai juste eu la chance de naître ici. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous lever. On va faire une minute de silence. Encore. Pour tous ces Tabors, pour tous ces soldats des Indes qui, dans l'oubli de l'histoire, sont tombés pour notre liberté. Merci. Je vous remercie. Maintenant, mais de rien, c'était un plaisir. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous ai fait faire une minute de silence et je vais vous raconter l'histoire de la minute de silence parce que ça fait aussi partie du devoir de mémoire. La minute de silence, elle est née dans l'esprit d'un monsieur, un Anglais, ils ne font pas que des bêtises, comme les Français, parce qu'il a trouvé que le jour de la libération, de la fin de la guerre, le 11 novembre, il a trouvé le peuple qui applaudissait et tout était un peu excessif alors qu'il y avait beaucoup plus de gens dans les larmes que dans le bonheur. Il a trouvé que les peuples et les grandes villes qui étaient à l'arrière avaient fait trop la fête. Donc il s'est dit, il va falloir qu'on fasse autrement qu'applaudir, rigoler, boire un coup. Et donc il a eu cette idée de la musique de silence. Et de même que la musique de la minute de silence, c'est un soldat américain qui a écrit la musique Les Morts. Et c'était deux soldats qui avaient vécu l'enfer dans les tranchées. Mon grand-père, maternel, a fait 2 guerres, 1870 et 14-18. Il a écrit quelques lignes. Dans ces quelques lignes, j'ai un souvenir incroyable, cette phrase que je ne peux pas oublier. Dans les tranchées, on avait tous la même couleur, celle de la boue et du sang. Quand les bombes tombaient, ils étaient tous couverts de boue. Moi, j'ai eu la chance de le croiser. Il a vécu très très longtemps. J'étais jeune, mais il m'a dit, tu sais, une fois que les bombes tombaient, on était tous couverts, on ne voyait même pas de quel uniforme on était. On avait tous la même couleur, celle de la boue et du sang. Mon père a été déporté dans les camps nazis. Ma mère, à 14 ans, a été résistante agent de liaison. La durée de vie d'un agent de liaison, en 1943, c'était 6 mois. Elle a frôlé à 2 fois l'arrestation de la Gestapo. Je vais vous citer le maréchal Sir Claude O'Kinley, qui était commandant en chef de l'Inde. Il a affirmé que les Britanniques n'auraient pas pu traverser les 2 guerres, la première et la seconde, s'il n'y avait pas eu l'armée indienne à disposition. Ils n'auraient pas pu la faire. Je vais terminer sur un endroit qui est peu connu. Il y a un seul monument aux morts et un devoir de mémoire physique, un endroit où on peut se recueillir sur la Première Guerre mondiale concernant l'armée des Indes.
Il se trouve à peu près 200 km d'ici. Et moi, je vous propose qu'un jour, on organise un voyage ensemble et emmener les enfants là-bas pour se recueillir sur les croix, parce qu'il y a aussi des croix, mais sur les tombes des soldats de l'Empire colonial anglais, l'armée des Indes, sur lequel il y a le nom de toutes les batailles. Je vais essayer de vous en citer quelques-unes, si je les retrouve. Basé en 1914. D'entrée, vous étiez aux premières loges, hein, l'armée des Indes, elle était là. 2500 morts. Moyenne d'âge, 21 ans. À Ypres, 14. Entre 14 et 15, Ypres, quelqu'un qui connaît bien l'histoire, ça a été une boucherie. L'armée des Indes, 2000 morts. Givenchy, 1914, 1500 morts. Neuve-Chapelle, c'est l'endroit où se trouve le monument qui commet en l'honneur de l'armée des Indes. C'est à cet endroit-là que les officiers sont partis, qu'ils ont été attaqués à la grenade. Les pauvres gars arrivés du pays ne connaissaient pas la grenade. Et on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Ils étaient à la bataille d'Armentières, à la bataille de Festubert en Belgique, à Saint-Julien. Ils ont fait la bataille de la Somme. Monsieur peut vous dire que la bataille de la Somme, c'était pas mal non plus. Et ils ont fait en 1917 la bataille de la défense de Cambrai. L'armée des Indes sur le sol français a été de toutes les bagarres, de tous les combats. Le seul endroit où il n'était pas l'armée des Indes, c'était Verdun. Partout autre part, dans tous les combats, l'armée des Indes, vos ancêtres, à qui la France doit dire merci. Il ne faut pas les oublier. Vous êtes français, mais à ce moment-là, l'armée des Indes est tombée dans l'oubli de l'histoire, comme nous, l'armée coloniale, pour beaucoup, tombe dans l'histoire. Voilà. Moi, j'ai un respect absolu pour les tabors marocains, les tirailleurs sénégalais, les spahis algériens. Ils étaient dans l'armée française et à chaque fois, ils se sont battus avec bravoure et sont tombés avec gloire. Eh bien, moi, ces gens-là, ce sont mes frères de sang. Ensuite, après, dans l'histoire des guerres, il y a eu la décolonisation, qui a été une page qui a été douloureuse pour chaque armée. Parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé à combattre, ils se sont, moi je ne l'ai pas fait, mais à combattre des gens avec qui à côté ils s'étaient battus. Et ça a été vrai pour les Britanniques, ça a été vrai pour les Français, et ça a été vrai aussi pour d'autres empires. Tout à l'heure, le jeune homme a demandé pourquoi la guerre de 14 a été déclarée. Eh bien parce qu'en Europe, il y avait des empires, des royautés, et ça s'appelle les jeux d'alliance. La Serbie voulait son indépendance. La Serbie voulait son indépendance. Mais elle appartenait à l'empire austro-hongrois. Quand l'empereur a perdu son neveu, l'héritier, parce qu'il n'avait plus de fils, il a déclenché la guerre à la Serbie. Et là, ça s'appelle l'effet domino. La Serbie, alliée de la Russie, a déclaré la guerre à l'Autriche. L'Autriche, qui était alliée avec l'Allemagne, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Mais nous, on était avec les Anglais, alliés des Russes. Donc on a été obligé de déclencher la guerre. Je vais vous dire par là que quand on nous dit qu'il y a de l'amitié entre les pays, c'est vrai, mais il y a surtout des accords, il y a des traités qui nous obligent des fois à faire la guerre quand on ne veut pas la faire. L'amitié, c'est entre les peuples, pas entre les pays. L'histoire est un éternel recommencement. Voilà pourquoi il faut la connaître, son histoire. Cet article est en 1938, vous lancez quelques mots, mais le contexte est strictement le même. Voilà. Le devoir de mémoire, c'est aussi connaître son histoire, et la connaître assez bien. Ça, c'est l'exemple même de choses qui se reproduisent. L'Inquisition, elle est à nos portes, hein. Même chez nous, les chrétiens. Hein. On a des extrémistes qui sont prêts à recommencer. Le mal est toujours là, à frapper. Les idées nauséabondes qui sont nées du nazisme ne sont pas disparues. La plus grande guerre, le plus grand combat qu'il faut gagner, elle a un nom, la paix. C'est ce combat qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un devoir de mémoire. Ne pas oublier pour préserver cette paix.
elle a quelque chose d'incroyable, la paix. La paix, c'est le sourire des enfants. Vous voyez, vous êtes bien, vous êtes assis, vous écoutez, plus ou moins. Ben, ce n'est pas le cas de tous les enfants du monde. Qui est-ce qui est d'origine pakistanaise? J'espère que vous connaissez l'histoire de votre pays d'origine. Tout ça parce que des hommes, des adultes, ne se sont pas entendus pour des propos politiques. On a mis le couvert de religion là-dessus, ce qui était complètement faux. C'était juste pour le pouvoir. Eh bien, tous les pays ont connu ça. Voilà. Vous êtes dans un pays qui, à mon avis, et j'ai beaucoup voyagé parce que je suis un ancien marin, je vais vous dire, sans vanter, c'est le plus beau du monde. Mais quand je dis vous le plus beau, c'est vraiment le plus beau. Vous voulez aller voir le Grand Canyon, on a l'un des plus grands canyons derrière. Vous voulez voir la mer, on a les plus belles. On a la Méditerranée, on a l'océan Atlantique. Vous voulez voir les montagnes, vous en avez de toutes les sortes. Il n'y a même pas besoin d'aller dans d'autres pays pour voir quelque chose, on a tout chez nous. On a une chose qui unit les hommes. À votre avis, quelle est la chose qui unit les hommes de tous les pays? Toi, tu vois, c'est quoi? Là? Ah, t'es pas loin, ça s'approche. Je vais vous dire quel est ce qui unit tous les pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient. Il y a une chose qui est unique dans tous les pays. Pour parler, c'est se mettre autour d'une table. C'est vrai. Il y a des pays, c'est encore plus important. C'est que si on ne se met pas autour de la table, on ne peut pas parler. Moi, j'ai connu des endroits en Afrique où pour parler, on ne commençait pas à parler tant qu'on est autour d'une table. Voilà. Quand l'homme est à table et qu'il mange, il ne fait pas de bêtises, il parle. Le devoir de mémoire, c'est aussi le respect des traditions des autres, de vos origines. Et dans vos origines, il y a votre religion, il y a votre cuisine. Voilà. Il y a votre langue maternelle, la langue de vos ancêtres, qu'il faut garder. On ne demande pas en France à ce que les gens fassent une croix sur leur passé. On demande une chose, c'est qu'ils soient prêts à être patriotiques, à se battre pour elle. C'est ça, être militaire. Être militaire, c'est s'engager, prêt à donner sa vie pour son pays, sans réfléchir. C'est prêt parce qu'on croit dans ses valeurs. Moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis toujours battu dans ces valeurs. Nos symboles, notre drapeau, qui est utilisé dans le sport, notre hymne national, le 14 juillet, voilà. À Richebourg, le mémorial indien, moi je vous conseille d'aller le voir, et on peut se retrouver pour organiser un voyage là-bas. Il est très impressionnant. Et c'est le seul qu'il y a sur le théâtre de la Première Guerre mondiale. Il n'y en a pas en Angleterre, sur l'armée des hommes. Le seul qu'il y a sur la Première Guerre mondiale, il est à Richebourg. Et il est très, très impressionnant. Et ça, c'est un devoir de mémoire que moi, j'ai fait avec mes hommes. J'étais dans un commando marine, Trépel, et mes hommes, pour leur montrer ce que c'était que la France, eh bien, je leur ai fait faire quelques endroits. J'ai été visiter donc, à Richebourg. Il y a un cimetière en l'honneur de tous les musulmans tombés pour la France, pour la libération d'Alsace. Il est peu visité. Il y a même des musulmans qui ne connaissent pas son existence. Aller là-bas, c'est aussi s'imprégner de la valeur des hommes qui sont tombés là. La première armée française a sacrifié une partie de ses hommes pour une raison aussi politique. Quand il y a eu l'attaque des Indes, l'attaque des Ardennes, l'armée américaine a donné l'ordre de lâcher l'Alsace pour envoyer les renforts dans le nord. Ça voulait dire Strasbourg, Colmar, deux symboles mis à la disposition des nazis. Le général de Gaulle a donné l'ordre à ce que l'on tienne la ville quoi qu'il en coûte, parce que sinon les nazis la rasaient. Eh bien, qui a défendu ces deux villes? C'est essentiellement des musulmans de l'armée coloniale.
Moi, partout où je passe, je le rappelle. Je dis, il ne faut pas oublier cela. Ils étaient français et ils ont défendu la ville autant que leur ville. Ils ont défendu la cathédrale de Strasbourg comme une grande mosquée. Ils sont morts à côté à l'arme blanche. Donc moi, ces hommes-là, et leurs enfants, j'ai un grand respect pour eux. Ils sont français. Dans mon cœur, ils sont français. Dans beaucoup d'esprits de militaires, ils sont français. Vous, les enfants, il va falloir que vous pensiez à tout ça. Parce que l'avenir, c'est vous. L'avenir d'un pays, c'est vous, là. C'est pas moi, hein. Moi, malheureusement, c'est fini. L'avenir d'un pays, c'est vous. C'est vous qui allez construire la France. Votre vie, c'est une page blanche. C'est à vous de l'écrire. C'est pas à moi. Vous devez écrire votre histoire, votre vie vous-même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là où tu vas choisir si tu prends le bon chemin ou le mauvais chemin. Le bien ou le mal. Il ne faudra pas dire après, c'est de la faute des autres. Mais vous êtes l'avenir de notre pays. Tous les enfants de votre âge sont l'avenir de notre pays. Et vous devez défendre ces valeurs, quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'ont fait plusieurs générations. Ma génération n'a pas connu de grande guerre, mais c'est la génération de mon père, de mes grands-parents, qui, eux, se sont sacrifiés pour que moi, je puisse vous parler aujourd'hui, librement, de ce que je veux, comme je le veux. On est libre de penser. Si vous saviez le nombre de pays où on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, c'est la majeure partie des pays. En France, vous pouvez dire tout ce que vous pensez. Si tu penses qu'aujourd'hui il ne fait pas beau, qu'il pleut, tu as le droit de le dire, même si ce n'est pas vrai. Personne ne peut t'en... Oh, il ne fait pas beau, il pleut. Non, il ne pleut pas. Bah, ici, il pleut. Toi, tu ne vois pas la pluie, moi, je la vois. Voilà. Mais il y a quelques petites limites qu'il ne faut pas dépasser. Et ces limites-là, c'est le bien et le mal. Et le mal, dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, il y en a eu beaucoup, même si jusqu'ici, toujours, c'est le bien qui a gagné. C'est l'amour de son pays, l'amour de sa famille, mais c'est l'amour. Monsieur, tout à l'heure, parlait de frères d'armes, de frères de sang. Moi, je suis parti plusieurs fois en mission. J'avais la trouille au ventre. Celui qui vous dit qu'il n'a pas eu la trouille, il n'est jamais parti. N'est-ce pas? Quand je vous dis la trouille au ventre, c'est vraiment la trouille. Hein. Pas pouvoir prendre son petit déjeuner, hein, tellement on a une boule à l'estomac. Quand je montais dans l'avion, j'étais major, donc c'est moi qui commandais. Moi, c'est facile. Mais moi, j'avais qu'une seule peur. C'est mes frères d'armes, là, quand je les regardais leur visage dans l'avion, c'était je voulais qu'ils soient toujours, qu'ils reviennent tous. Ma trouille, c'était qu'il y en a un qui ne revienne pas et écrire la lettre aux parents parce que c'est dans nos traditions. Dieu m'a sauvé de ça. Je suis toujours revenu avec tous mes hommes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand il faut annoncer le décès d'un frère d'armes à sa famille, c'est le perdre une deuxième fois. Et le pire, du pire, c'est le regard des enfants. Notre association soutient aussi les anciens combattants et les combattants actuels. Donc c'est pour ça que le terme ancien, je ne l'aime pas. Voilà. Notre association a soutenu la femme d'un soldat d'origine marocaine, je crois, qui était soldat français, qui est mort pour la France. Il est enterré dans le Val d'Oise. Au moins, il y a des gens dans mon association qui ont refusé de lui rendre les honneurs. Je l'ai foutu à la porte. J'ai dit, je ne te demande pas de rendre les honneurs à un Algérien, à un Marocain, à un musulman. On va rendre les honneurs à un soldat français. Soldat français. Il n'y a pas les origines. Moi, mon adjoint, c'est moi qui l'ai choisi, était d'origine malienne. Il était noir comme l'ébène. Son grand-père était un héros de la Première Guerre mondiale, son père un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien moi, je lui ai donné son nom de code. Et en opération, il s'appelait Mamba. Le Mamba, c'est un serpent noir le plus rapide au niveau attaque en Afrique et en Asie. Mais c'était un clin d'œil. C'est pas parce qu'il était noir, parce qu'il était rapide et efficace comme le Mamba. C'est ça être frère et frère d'armes. Être frère d'armes, c'est celui qui est à côté de toi
quand tu vas avancer, tu sais qu'il ne va pas faillir. Il va être là. Vous, les enfants, c'est comme votre père. C'est presque un fer d'armes. Vous savez que si vous avez un problème, papa est derrière. Et bien là, c'est la différence, c'est entre deux hommes. Voilà pourquoi il faut respecter vos parents. Votre père et votre mère sont derrière vous. Eh bien, moi, c'était mes frères. Et quand je dis mes frères, c'était mes frères. Et mon frère de sang était jaloux du rapport que j'avais avec mes frères d'armes. Parce que c'était plus important que mon frère de sang. Voilà ce que c'est qu'être frère d'armes. Être frère d'armes, c'est être capable de partir au bout du monde et on sait que l'autre derrière ou devant, on peut avoir conscience en lui, les yeux fermés. Voilà. En plus, j'étais marin. Donc être marin, c'est quelque chose d'important dans la marine. Être frère d'armes, on est aussi frère de bateau. Parce que quand vous êtes en mer, il faut savoir tout faire. N'est-ce pas? Vous avez fait votre service militaire, votre service dans la marine. Vous étiez à bord d'un bateau? Oui. Donc en mer, il faut savoir tout faire. Il faut être pompier. On fait des exercices incendie tous les jours. Il faut être secouriste. Voilà. Et s'il y en a un qui fait preuve de faiblesse, il faut le maintenir. Parce qu'on ne peut pas dire j'en ai marre, je vais sortir en boîte de nuit cette nuit ou aller me faire un tour. Non, vous êtes en pleine mer, il faut rester là, il faut assurer, quoi. Donc c'est une société. Voilà pourquoi la question du service militaire, c'est aussi des choses qu'on apprenait dans le temps. Le service militaire, c'était être ensemble, quelles que soient ses origines et quelles que soient ses origines sociales. Moi, j'ai vu des grands bourgeois arriver faire leur service militaire, être étonnés qu'il y avait des gens qui étaient issus de milieux défavorisés avec peu de choses. Comment ils vivent qu'avec ça? Ah ben oui, ils vivent qu'avec ça. Voilà, c'était un brassage sociétal sensationnel. Et en plus, on préparait les soldats à la guerre en espérant surtout de ne pas la faire. Hein, parce que je ne connais aucun soldat qui a envie naturellement de faire la guerre. On se prépare à la faire, mais surtout pour ne pas la faire. Parce qu'on est là pour protéger un combat, c'est celui de la paix. Les enfants, il y a des questions ? Oui ? De la Première Guerre mondiale, il y avait des pays traîtres qui allaient aussi dans le camp une fois. J'entends mal. Sur les alliances de la Première Guerre mondiale, il y avait des pays, par exemple, qui étaient alliés à la France, mais qui, plus tard dans la guerre, partaient dans d'autres clans. Enfin... Alors, pendant la Première Guerre mondiale, nos alliés sont restés nos alliés. Il n'y a pas de pays qui a changé en cours de route. C'était en deuxième, alors, je pense. Hein? C'était dans la Seconde Guerre mondiale, non plus. Nos alliés à nous. Les Anglais, un peu moins. Mais pour des raisons politiques. Parce qu'on part du principe aussi, qui est un principe qui est dangereux, c'est les amis de mes ennemis sont mes ennemis, et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ça, c'est un calcul qui est dangereux. Parce qu'il y a certains pays qui se sont alliés à Hitler en voulant détrôner ou la France ou l'Angleterre, et ça s'est retourné contre eux. Voilà. Il y a d'autres questions ? Moi, survivre, j'ai pas eu beaucoup de mal, j'ai eu de la chance. La survie, c'est une question de chance. Voilà. Ceux qui ont survécu, par exemple, mon père, lui, a survécu parce qu'il était dans des camps de concentration, où il était tapé tous les jours, on ne lui donnait pas à manger. Voilà, c'est ça, survivre. Mais sinon, c'est une question de chance. Hein. Voilà. Ah, alors là, tu parles d'espionnage, c'est un domaine qui est sombre. L'espionnage, en temps de guerre, on appelle ça la 5e colonne. Voilà. Et il y a toujours des gens qui, par appât du gain, par appât de l'argent, qui sont prêts à trahir leur pays. Il y en a eu dans tous les pays, ça existera toujours. Okay. C'est des traîtres à leur pays. Jean-Marc, est-ce que je vous propose de continuer l'échange lors de la collation? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions encore. Il y a une question? Ouais, on prend une dernière question et après on continue l'échange autour de la collation. Allez-y. Il y a un micro ici pour... Ah, il ne fonctionne pas.
on a tous des badges, presque tous des badges? Comment? Pourquoi on a presque tous des badges? Des badges? Oui. Comme ça, bleuet? Ah oui, je l'ai perdu. Alors, je vais vous raconter l'histoire de deux fleurs. Les Français, on a choisi le bleuet pour commémorer la Grande Guerre. Et c'est une association qui permet après, en récoltant de l'argent, à aider les soldats qui sont morts et leurs familles. Et bon, ça s'appelle les bleuets. De l'autre côté de la Manche, ils ont choisi le coquelicot. Les Anglais, depuis plusieurs jours, portent le coquelicot. Le roi d'Angleterre, le Premier ministre et tout. Nous, c'est le bleuet, le coquelicot. La raison est simple, c'est que les premières fleurs qui ont refleuri sur le champ de bataille, c'est ces deux fleurs-là. C'est le coquelicot et le bleuet. Voilà pourquoi on les a pris comme emblème de la paix après la guerre. Voilà. Et nous, on n'a pas pris le rouge, parce que nos drapeaux commencent par le bleu. Bleu, blanc, rouge. Parce que tous les bleuets ne sont pas bleus. Voilà. Et voilà pourquoi il a bleu foncé et bleu clair. Voilà pourquoi on a pris ces emblèmes-là. Voilà. Et à chaque fois qu'on porte le bleuet, ça veut dire qu'on se rappelle qu'on a la mémoire de ceux qui sont tombés pendant la Grande Guerre. Je vais terminer. Je voudrais juste une phrase. Dans tous les pays, au devoir de mémoire, on a oublié quelque chose. Et ce quelque chose, c'est les femmes. Ouais, mesdames, on vous a oublié, que ce soit dans tous les pays. On a oublié le rôle des femmes dans les guerres. Pendant toutes les guerres, les deux grandes guerres, les femmes ont été à l'arrière, ont fait tourner la boutique, comme on dit, parce que les hommes n'étaient plus là. Vous, mesdames, vous avez fait tourner l'agriculture dans tous les pays. Vous avez fait marcher l'industrie dans tous les pays. Vous avez fait marcher le transport. Vous avez fait marcher la société. Et vous avez continué à vous occuper de vos enfants et de votre ménage et de tout. Et là, dans les bouquins d'histoire, on n'en parle pas beaucoup. Et on oublie qu'il y a eu des femmes qui se sont battues dans la résistance. Je ne vous citerai pas les noms, mais moi je peux vous dire qu'il y a une femme serbe qui s'est engagée dans son pays, elle s'est coupé les cheveux, elle a mis un uniforme d'homme et elle voulait aller se battre. Quand l'amiral Guéprat a découvert que c'était une femme, il l'a gardée, elle s'est battue, il l'a fait décorer de la Légion d'honneur, elle a la médaille militaire française, c'est une des rares étrangères, et quelques mois après, elle a été ordonnée grand chevalier de la Légion d'honneur. On a une femme en 14-18, un médecin, une erreur de son nom, c'était Michel son prénom, mais le mec qui a tapé, il a oublié le. Donc on a trouvé le nom, Michel. Bon, on a besoin d'un. Et on l'a envoyé dans les tranchées. Quand ils se sont rendus compte que c'était une femme, les autorités ont voulu enlever. Les soldats ont dit non, on la garde. Elle est efficace, elle est dévouée, elle est. Et ils ont gardé la femme pendant toute la guerre. Il y a eu une grande dame qui s'appelle la femme de Joliot-Curie, Marie Curie, qui a créé la médecine de guerre. Vraiment, c'est elle la mère de la médecine de guerre, ce n'est pas des hommes. Elle a créé des ambulances avec du matériel et entre autres les premières radios pour faire des radios aux soldats en première ligne. Et pour être sûr que ça marche, cette grande dame a passé son permis et a conduisé elle-même son matériel en première ligne. Ça, on oublie. Il y a des femmes qui ont été héroïques en Asie pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont résisté contre les Japonais. C'est marqué dans aucun livre d'histoire. Donc, mesdames, moi, je vous demande une excuse de la part de tous les hommes de ce bas monde de qu'on vous ait oublié dans les livres d'histoire. Parce que vous avez été aussi, vous, héroïques. Vous n'étiez peut-être pas dans les tranchées, mais vous avez assuré la survie du monde. Alors, bravo aussi à vous. Merci, un grand merci Jean-Marc. On va maintenant clôturer. Les enfants, si vous avez des questions, Monsieur Breton, Madame Lepage et Monsieur Leclerc et puis les anciens combattants vont être là à la collation, donc n'hésitez pas à leur poser plein de questions, toutes les questions que vous avez. Maintenant, on va clôturer l'échange et on va le clôturer du coup avec quelques mots de Monsieur le Président qui va très très brièvement clôturer l'échange. Bien. Merci. Que la paix soit sur vous. Merci. Chers intervenants, chers représentants des municipalités,
chers invités, chers enfants, chers anciens combattants. Je tiens tout d'abord à tous vous remercier pour ces riches échanges. Nous avons à cœur de sensibiliser nos jeunes à l'importance de devoir de mémoire et également au fait que l'amour pour la France, de notre patrie, fait partie intégrante de notre foi. Ainsi, nous ne pouvons être musulmans à part entière sans aimer notre patrie. Cet amour nous a été inculqué par le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il avait également déclaré qu'un musulman doit être fidèle et loyal envers son pays, envers le pays où il réside, où il vit. Et en islam, une personne qui meurt en défendant sa patrie est le rang de martyr, qui est l'un des plus hauts rangs spirituels dans notre religion. Et il s'agit d'un grand honneur et titre pour cette personne. Ce moment d'échange n'est que le début d'une longue série d'événements que nous allons organiser pour continuer à sensibiliser notre jeunesse sur l'importance du patriotisme et du devoir de mémoire, et pour renforcer encore plus leur lien avec la nation. Je tiens une fois de plus à tous vous remercier sincèrement. En accord avec notre tradition, nous allons maintenant clôturer ce programme avec une prière silencieuse, au cours de laquelle nous allons prier pour ceux qui sont morts pour notre patrie, pour les familles de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre pays, pour que notre patrie soit toujours en paix. Vous êtes bien sûr libre de prier à votre manière. Nous allons faire prière silencieuse. Prière silencieuse, s'il vous plaît.